Bonjour et bienvenue dans cette 9e partie du cours de statistique. Ici, nous allons tester la normalité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Eh bien, vous avez un échantillon avec un certain nombre de données et pour une raison ou l'autre, vous subodorez que cet échantillon est issu d'une population qui suit la loi normale. Comment pouvez-vous confirmer ou infirmer cette hypothèse-là? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. C'est ce que nous allons voir. Allez go, c'est parti. Donc vraiment, votre question de départ, c'est mon échantillon est-il issu d'une population qui suit la loi normale? Comment s'en persuader ou au contraire laisser tomber cette hypothèse-là? Bien d'abord, vraiment la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est le sujet de votre étude statistique. Est-ce que votre sujet pourrait faire penser à une loi normale, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes persuadé, et peut-être l'êtes-vous encore plus à travers les données issues de votre échantillon, que votre sujet va favoriser les valeurs centrales et au contraire défavoriser les valeurs extrêmes? Donc ça, je vous le rappelle, hein, si on étudie par exemple la taille des personnes, clairement, vous voyez plus dans la rue des personnes qui mesurent, on va dire, entre 1,60 m et 1,80 m que des personnes qui ont moins d'1,40 m et plus de 2 mètres. Rien qu'à travers la confirmation ici expérimentale, votre observation, vous vous imaginez bien que ce sujet d'étude va faire référence à une loi normale. C'est déjà une première chose, mais c'est une chose importante. Pensez à votre sujet. Votre sujet en lui-même va-t-il favoriser les valeurs moyennes, oui ou non? Et va-t-il les favoriser de manière symétrique, oui ou non? Cette première hypothèse, ce premier sentiment que vous avez, vous pouvez le confirmer ou non à travers une série d'indices qui ne sont pas sûrs à 100%. Aucun d'entre eux. C'est vraiment la somme ici de toutes vos observations qui va faire en sorte que vous allez dire oui ou non, mon échantillon est issu d'une population qui suit la loi normale. Alors, je pense que la première chose que vous pouvez faire, en tout cas essayer, c'est déjà de faire un graphique de vos données d'échantillon. Est-ce que votre graphique est symétrique? Est-ce qu'il favorise les valeurs moyennes? À vous de voir. Attention, je vous mets en garde, plus vous aurez de données dans votre échantillon, et plus cet aspect des choses va être significatif. Si vous avez très peu de données, et vous allez voir que ça va être le cas dans l'exemple sur lequel on va illustrer ces points-là, si vous avez très peu de données, le graphique n'est pas pertinent. Il y a peu de chances qu'avec peu de données, vous ayez un graphique symétrique qui favorise les valeurs centrales. Si vous avez suffisamment de données, c'est un indice sérieux. Tout comme l'est la boîte à moustaches. Pourquoi? Parce que si votre échantillon est issu d'une population qui suit la loi normale, votre boîte à moustaches, elle va être symétrique. Elle va tendre en tout cas vers une symétrie parfaite. Ça veut dire quoi, cette symétrie parfaite? Longueur égale des moustaches et la barre noire qui représente la médiane va être au milieu de votre boîte. Mais à nouveau, si vous avez peu de données, il y a peu de chances que ça se confirme à travers une boîte à moustaches. Vous allez pouvoir également calculer le coefficient d'asymétrie. Normalement, si votre échantillon est issu d'une population qui suit la loi normale, votre coefficient d'asymétrie, il sera égal à 0. En tout cas, proche de 0. Plus vous allez vous éloigner de 0, et moins vous aurez confiance dans la normalité de votre population associée à votre échantillon. Mais à nouveau, attention, ça dépend du nombre de données. Donc en fait, ces trois indices-là, graphique, boîte à moustaches et coefficient d'asymétrie, sont très dépendants du nombre de données que vous avez dans votre échantillon. Plus vous aurez de données et plus ces aspects-là seront pertinents et significatifs. Moins vous aurez de données et moins vous devrez donner de l'importance à ces indices-là. Qu'est-ce qui va vous rester ?
Si vous avez peu de données, il va vous rester les tests. Et notamment le test de Shapiro-Wilk, qui est considéré comme le meilleur test de normalité par rapport à vos données. Le test du Kikare fonctionne également, mais je ne vais pas le considérer ici, étant donné que c'est le seul qui soit à notre disposition pour d'autres lois théoriques. Je vous donne donc rendez-vous pour les 2 capsules suivantes par rapport à ce test-là. Je ne vais pas l'aborder ici. En résumé, si vous avez beaucoup de données, on parle de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de données dans votre échantillon, vous pouvez considérer 4 indices de manière sérieuse. Le graphique de vos données, la boîte à moustaches qui est reliée à vos données, le coefficient d'asymétrie de votre échantillon et enfin le test de Shapiro-Wilk. Si vous avez peu de données, rien ne vous empêche de réaliser les 2 graphiques et de calculer le coefficient d'asymétrie, mais ils seront peu pertinents. C'est vraiment le test de Shapiro-Wilk qui va vous confirmer ou infirmer votre hypothèse de normalité par rapport à votre échantillon. Alors, on va illustrer ça sur un exemple ici. Je vais vous montrer comment calculer notamment ce test de Shapiro-Wilk qui est récent, hein, il date de 1965. Alors, je vais vous montrer sur un fichier Excel son petit bidouillage interne, je vais dire, ce qu'il cache, ce test de Shapiro-Wilk. Vous allez voir tous les calculs qu'il faut faire. Et comparer ça, vous allez avoir un W final qu'il va falloir comparer à un W de la table. Et c'est cette comparaison qui va vous confirmer ou infirmer votre hypothèse de normalité. Nous allons voir ça. Bien sûr, en utilisant le logiciel RStudio, là, on ne sera plus dans les calculs internes, on va dire, et une seule commande va suffire pour avoir le calcul en question. Donc, je passe ici à mon exemple. Il s'agit de 10 pièces d'usine. 10. J'espère que tous vos antennes là sont en alerte parce que 10, c'est un échantillon qui n'est pas valable d'un point de vue statistique. Bon, parfois, on fait avec ce qu'on a et on n'a pas trop le choix. Mais 10, c'est vraiment trop peu de données, ce qui signifie que mes graphiques ne vont pas être significatifs, pas plus que mon coefficient d'asymétrie. Et vous allez le voir à travers les fichiers Excel ou R, ça va être confirmé. Par contre, le test de Shapiro-Wilk, lui, sera tout à fait pertinent à utiliser et c'est donc sur lui et uniquement sur lui que nous allons baser notre conclusion. Donc, vous avez ici des résultats de mesure en millimètres d'un diamètre intérieur par rapport à 10 pièces d'usine. Allez, on ouvre un fichier Excel et on voit ce que ça donne. Donc, comme vous le voyez, j'ai ouvert un fichier Excel et j'ai installé les 10 données. 10 données donc, qui correspondent au diamètre de nos pièces. Alors, je vais simplement pas dactylographier les données, comme vous pouvez le constater. Je les ai également triées de la plus petite à la plus grande. Ça, c'est important à faire. Hein, c'est la première étape du test de Shapiro-Wilk. Comment fait-on ça? Eh bien, vous sélectionnez vos données, vous allez dans Trier et filtrer et vous optez pour trier du plus petit au plus grand. Donc, c'est ce que j'ai fait auparavant et voilà mes 10 données qui sont donc classées par ordre croissant. Alors, il y a plusieurs façons de voir si ces 10 données sont issues d'une population qui suit la loi normale. Maintenant, je vous mets en garde. Ici, je n'ai que 10 données. Il s'agit d'un échantillon qui, soyons clairs, n'est pas pertinent du point de vue statistique. Je vais simplement voulu vous montrer avec peu de données comment cela fonctionnait. Sinon, on ne verrait plus rien du tout. Que vais-je faire? Installer déjà un graphique. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner ici l'histogramme. Et vous voyez, alors bien sûr, avec un histogramme, ici Excel m'a choisi des classes, hein, la première allant de 12,026 à 12,236
etc. Donc, il m'a choisi des classes de même amplitude. Mais vous voyez qu'avec ce choix de classe, je suis très très loin d'une configuration normale. Donc, je vous rappelle qu'une configuration normale, ça me demanderait d'abord une symétrie qui est parfaite. On en est vraiment loin. Et en plus, d'avoir les valeurs centrales qui sont beaucoup plus probables que les valeurs extrêmes. Et là, on en est loin aussi. Donc, d'après le graphique, on ne semblerait pas suivre une loi normale. Nous allons confirmer ou infirmer ça à l'aide du logiciel R où nous ferons la boîte à moustaches. Donc, pour le moment, ce n'est pas clair du tout. J'enlève mon graphique. Ça ne semble pas donc aller en faveur d'une loi normale, mais je vous ai mis en garde quelques fois et je le fais encore à présent. Attention, avec 10 données, vos graphiques ne sont pas significatifs. Donc, ne croyez surtout pas que tout est perdu. Avec 10 données, justement, ce sont les tests qui vont être beaucoup plus pertinents. Vos graphiques, ils deviennent significatifs quand vous avez beaucoup de données, des centaines, voire des milliers. Ici, avec 10, il y a vraiment très très peu de chances d'avoir quelque chose de correct. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, on va appliquer le test de Shapiro-Wilk. Donc, première étape, trier par ordre croissant, c'est déjà fait. Deuxième étape, je vais calculer tout simplement la moyenne arithmétique. Donc, pour ce faire, je vais ici dans le catalogue des commandes d'Excel. Alors, je vais aller ici dans les dernières utilisées. En principe, je devrais la trouver. Sinon, vous allez dans statistiques, par exemple. Donc, moyenne, ça y est, voilà. Et je demande ici de calculer la moyenne de ces 10 nombres. Et me voilà avec une moyenne de 12,2591. Donc ça, c'est ma moyenne arithmétique. Après le calcul de la moyenne arithmétique, je vais calculer ici tous les écarts par rapport à cette moyenne avec mes différentes valeurs et je vais élever ces différences au carré. Donc, pour être très clair, ici, je prends chacune des valeurs, donc voilà la première, 12,026, je lui enlève la moyenne et j'élève le tout au carré. Bon, attention, je vais étirer pour me simplifier la vie. Comme je dois étirer en stabilisant la moyenne, c'est toujours les valeurs moins la même moyenne. Je mets donc le A de la cellule moyenne entre $. Voilà, donc ici, c'est OK. Voilà, je fais ça et j'étire pour avoir la différence chaque fois au carré entre chaque valeur et cette moyenne. Et puis, je dois obtenir alors ce qu'on appelle S carré dans l'algorithme de Shapiro-Wilk. Quand je dis algorithme d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un algorithme, puisqu'on ne va pas répéter ça 10 000 fois. Et là, ça correspond à quoi, ce S carré? Ça correspond tout simplement à additionner, donc je vais chercher la commande somme, à additionner ces 10 contributions-là. Et voilà, j'obtiens donc un S carré, je vais le mettre en couleur, de 0,1514 si je veux ici arrondir. Bon, ça c'est la première chose à calculer pour le test de Shapiro-Wilk. Maintenant, nous allons devoir calculer des coefficients DJ ou des I, c'est comme vous voulez. Ça, l'indice de sommation n'a aucune importance ici. Alors, comment sont-ils définis, ces coefficients-là? Eh bien, le premier va être défini comme la plus grande valeur ici. C'est d'où l'utilité d'avoir trié de la plus petite à la plus grande. Donc, la plus grande moins la plus petite. Voilà. Et puis, je vais continuer comme ça. Je prends
la deuxième plus grande moins la deuxième plus petite. Comme j'ai 10 valeurs et que je les regroupe chaque fois par 2, puisque c'est une différence entre deux valeurs, je vais forcément avoir 5 valeurs de D. Donc la troisième correspondra à ceci moins ça. La quatrième correspondra à ceci moins ça. Et enfin, la dernière correspondra à ceci moins ça. Voilà, bien sûr, les dés sont de plus en plus petits. Ces dés, je vais devoir les multiplier par des coefficients agi qui se trouvent dans cette table. Vous voyez, donc là, je vais repérer par rapport à n données, donc 10 données ici. Il y a donc 5 coefficients du type A que je réécris dans mon fichier Excel. Donc, le premier, ce sera 0,5739. Le deuxième, ce sera 0,3291. Donc tout ça, ce sont les coefficients de ma table. Hein. Je ne les calcule pas, je vais juste les rechercher. Le troisième, c'est 0,2141. Le quatrième, c'est 0,1224. Et enfin, le cinquième, c'est 0,0399. Je dois calculer les produits. Vous voyez, c'est vraiment l'explicitation ici de ce test. Quand nous serons avec le logiciel R, il y aura une commande immédiate qui va nous permettre d'éviter tous ces calculs. Commande qui existe d'ailleurs dans une extension de Excel. Mais tout le monde n'a pas forcément cette extension. Et donc ici, je m'en passe. Donc je fais le produit ici des D par les A. Voilà le premier. J'étire pour avoir l'ensemble de tous les produits. Et puis alors, je peux calculer ce qu'on appelle le B, qui sera tout simplement la somme de tous les produits en question. Donc, j'additionne ici les 5 produits. J'obtiens un B qui vaut 0,38 en arrondissant. Et je dois encore élever au carré ce B-là, ce que je fais immédiatement. Donc ici, voilà, je prends le B, je l'élève au carré et j'obtiens ma deuxième contribution significative pour le calcul alors du W. Alors on y va, hein, donc le W, il est tout simplement défini comme le rapport entre B carré et S carré. Ce qui va me fixer ici, voilà, je vais le mettre allez, en orange, le W comme étant 0,9746, etc. Maintenant que ce W est calculé, je dois surtout le comparer au W de la table, c'est-à-dire le W théorique. Donc, je vais chercher pour 10 valeurs ici de la variable et j'obtiens, de nouveau, je vais chercher ça dans la table et j'obtiens alors que je dois comparer ça par rapport à, en tout cas, ce W-là, s'il est supérieur au W théorique, je pourrais accepter l'hypothèse de normalité. Tandis que si le W est inférieur au W théorique, alors je devrais rejeter l'hypothèse de normalité. Donc ici, manifestement, nous devons l'accepter. Eh bien, c'est quelque chose qui est assez étonnant parce qu'avec les graphiques, on n'aurait pas forcément parié là-dessus. Mais les graphiques étaient peu pertinents, étaient peu significatifs, puisque tout simplement vous avez 10 données et que l'échantillon, ma foi, d'un point de vue statistique, il est un petit peu bancal. Voilà, donc comment se passe ce test de Shapiro-Wilk. Voilà ce qu'il a vraiment à l'intérieur du corps. Et puis nous allons voir maintenant comment l'utiliser avec le logiciel R. Bon, je passe à la version RStudio.
Donc ici, je vais dans File, New File, AirScript pour avoir un nouveau input. Je vais chercher bien évidemment ici mon fichier avec Import Dataset from Excel, bien évidemment. Donc ici, je vais dans Browse pour parcourir ce qui se trouve sur mon bureau, puisque c'est là que je l'ai mis. Et en principe, je vais devoir ici, voilà, trouver mon fichier Excel qui s'appelle diamètre. On me demande ici une preview, et bien voilà, c'est bien, ce sont bien les 10 données, donc je suis contente et je fais un import. Le voilà donc, Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Tout simplement, je pourrais recalculer, bien sûr, ce que je viens de faire sur Excel, mais où serait l'intérêt? Ici, l'avantage majeur de RStudio par rapport à Excel, en tout cas sous sa version de base, c'est qu'il existe, vous voyez, une commande Shapiro.test. Il suffit d'aller chercher mon fichier, voilà, le voilà. Bon, attention qu'il va falloir que je lui donne quand même non seulement le nom du fichier, mais le nom de la colonne. Donc attention à n'oubliez pas ça, nom du fichier, nom de colonne, et entre les deux, le $. Alors, je fais un petit run. Et comme vous voyez ici, j'ai le 0,9744 qui est donc calcule directement le W que nous avons eu avec pas mal de sous-calculs dans Excel. Ça n'est pas exactement la même valeur, mais il y a des propagations d'erreurs d'arrondi. En tout cas, au moins les 3 premiers chiffres après la virgule sont tout à fait identiques. Et puis, c'est surtout la p-value ici qui va m'intéresser. En fait, l'avantage premier de RStudio, c'est de calculer directement le W, mais son avantage deuxième, c'est de calculer la p-value. Et donc là, je n'ai pas besoin de me référer à une table théorique pour aller chercher le W de cette table théorique et comparer le W calculé au W de la table. Il suffit que je regarde la p-value. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir accepter l'hypothèse de normalité? À partir du moment où cette p-value est supérieure à une valeur convenue. Alors, cette valeur convenue, elle dépend des auteurs. Certains auteurs vont aller vers la valeur traditionnelle, c'est-à-dire 5%. D'autres, pour ce test-là, vont plus loin et demandent de dépasser les 20%. Donc, que ce soit 5% ou 20%, moi, de toute façon, ici, je suis très large, je suis avec 93%, je dépasse et par conséquent, ici, je ne vais pas refuser l'hypothèse de normalité, donc je l'accepte. Voilà, donc c'est quelque chose, évidemment, qui est confirmé ici à travers RStudio, mais qu'on avait déjà remarqué via Excel. Je pourrais également faire des graphiques, mais je vais plutôt vous montrer exactement ce qui va se passer avec une extension de RStudio qui est bien pratique. Et pour ça, je l'appelle à travers la commande Library et l'extension c'est RCommander. Donc nous allons ici la charger, vous voyez, c'est en train de charger, ça prend un petit peu de temps et malheureusement, on est obligé de faire ça à chaque fois. Et une fois que c'est chargé, vous avez ceci qui va s'ouvrir. Vous voyez, vous avez une fenêtre supplémentaire ici. Et cette fenêtre supplémentaire, ma foi, elle demande à être modifiée parce que vous n'avez pas pour le moment de sortie. Donc, vous allez ici dans les options de sortie. Je décoche par principe ici les deux extrêmes et je relance. Et vous voyez que, nous avons à la fois le input qu'on avait déjà précédemment, mais également le output. Donc ça, c'est très bien. Alors, RCommander,
il vous suffit tout simplement de importer des données, en allant dans l'onglet Données, importer des données, depuis un fichier Excel, bien évidemment. Alors, pour faire très original, ce fichier, je vais l'appeler diamètre. Oui, voilà. Je vais dans mon bureau, voilà, je vais chercher mon fichier Excel et je demande de l'ouvrir. Ce qui a été fait, regardez, voilà la visualisation ici, si je demande à travers un clic sur visualiser, d'avoir le fichier. Avantage de Air Commander, vous pouvez également éditer, c'est-à-dire modifier. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, eh bien, il y a un moyen de modifier, comme d'ajouter une ligne ou une colonne d'ailleurs. Bon, moi, je l'accepte tel quel. Le fichier n'a pas à être modifié. Je peux également, tant que j'y suis dans Air Commander, calculer pas mal de choses. Regardez, donc je vais dans Statistiques. Alors, par défaut, il calcule la moyenne et l'écart type, ce qui est toujours bien intéressant. L'écart interquartile, je décoche parce que j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, le coefficient d'asymétrie, là, c'est toujours intéressant quand on teste une loi normale. Donc, je clique sur OK et vous voyez ici les résultats. Donc, la moyenne est de 12,2591. L'écart type est de 0,13, disons, en arrondissant. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la skewness, c'est-à-dire le coefficient d'asymétrie. Plus c'est proche de 0, et plus ce sera symétrique. Bon, là, ça n'a pas l'air des masses symétriques a priori. De nouveau, attention, vous n'avez que 10 valeurs, donc tout ce qui est calculé comme ça n'est pas forcément top top. On est toujours ennuyé avec trop peu de valeurs dans un échantillon. C'est une façon de vous en persuader également. Mais qu'importe, nous pouvons également ici, à travers eh bien voilà, le test de normalité ici. Donc je vais dans Statistiques, Résumé, Test de normalité. Je coche et vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont proposés et par défaut c'est Shapiro-Wilk. Donc, on est content. OK, voilà. Et bien sûr, nous retrouvons les résultats que nous avions avec la commande Shapiro.test. C'est évidemment la commande qui est employée dans Air Commander. Simplement ici, il n'y a plus besoin de retenir par cœur le nom des commandes. On retrouve donc les valeurs qu'on avait obtenues et donc qui confirment la normalité ici de notre échantillon qui serait donc issu d'une population qui suit la loi normale. Je termine Air Commander avec un petit graphique et notamment la fameuse boîte à moustaches. Donc ici, bizarrement, elle s'appelle boîte de dispersion. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est toujours par rapport au diamètre, évidemment. Et vous voyez ici, hop, la boîte à moustaches qui apparaît. Donc là, à nouveau, c'est pas criant qu'on a affaire à une loi normale, puisque ce n'est pas très symétrique. Regardez ici la médiane par rapport aux deux quartiles. Manifestement, nous ne sommes pas au milieu. Les moustaches, elles n'ont pas la même longueur non plus. Donc tout ça ne prêche pas en faveur d'une symétrie et donc d'une loi normale. À nouveau, c'est dû au fait que vous avez trop peu de données dans votre échantillon. Donc moi, j'ai pris un échantillon Rikiki. Pourquoi? Pour pouvoir faire les calculs à la main sur Excel, que vous voyez comment fonctionne le test de Shapiro-Wilk. Réellement, normalement, dans la vraie vie, je vais pouvoir m'en passer en faisant directement le test de Shapiro via R et via un échantillon qui sera beaucoup plus significatif que celui que j'ai considéré. Vous voyez, en résumé, ici, avec mes 10 données d'échantillon, j'ai fait 2 graphiques, un histogramme à travers Excel et une boîte à moustaches à travers R. Les 2 graphiques n'étaient pas pertinents pour me dire oui, c'est lié à une loi normale. Manifestement, non. Le coefficient d'asymétrie que je viens de calculer ici n'a pas été très
significatif non plus. Et donc, c'est vraiment ici le test de Shapiro-Wilk qui, ma foi, va trancher et va me dire, puisque c'est vraiment sur lui qu'on doit se baser ici, et donc il va trancher en faveur de la normalité, ce que ferait aussi un test du qui-carré, mais le test du qui-carré, je le réserve à d'autres exemples, puisque le test du qui-carré, lui, va fonctionner, c'est ce qu'on verra dans les capsules suivantes, va fonctionner pour toutes les lois théoriques. Au contraire, je vous le rappelle, de Shapiro-Wilk qui ne fonctionne que pour la loi normale. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que maintenant, avec un échantillon, vous allez pouvoir tester de différentes façons si cet échantillon est issu d'une population qui suit la loi normale, oui ou non. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indice extrêmement fort, en tout cas à tendance 100%. Celui qui est le plus fort, c'est le test de Shapiro-Wilk, spécifiquement quand vous avez peu de données. Les autres indices vont être plus pertinents dès que votre échantillon va avoir une taille beaucoup plus importante et en tout cas significative par rapport à ce qu'on attend d'un échantillon. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.